Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Je crois qu'il y a une nouvelle qui a dominé toutes les autres au cours des dernières heures, Alexandre. Une éclipse médiatique, tu dis, à partir du moment où la rumeur s'est ébruitée, ça a filtré dans les médias que Pierre Fitzgibbon, le super ministre du gouvernement Legault, allait finalement démissionner, puis beaucoup plus tôt que ce qu'on l'attendait, parce que ça n'aurait pas été une grande surprise pour personne si Pierre Fitzgibbon avait annoncé, par exemple, son départ à l'aube du temps des fêtes, après justement la session d'automne, pour qu'il ait le temps de mettre à terme son projet. C'était d'ailleurs son plan à lui. C'était son plan à lui. Or, selon les informations qu'on glane à gauche et à droite, puis tu as eu aussi cette même trame factuelle des événements, c'est le premier ministre qui aurait finalement décidé que le départ de Pierre Fitzgibbon devait se faire maintenant, avant la session parlementaire, plutôt qu'à la fin. Donc, 8h30 ce matin, point de presse conjoint entre le premier ministre Legault et Pierre Fitzgibbon. C'est à ce moment-là qu'il va pouvoir nous expliquer finalement, la décision et la trame factuelle, mais ça a des conséquences quand même importantes, là, Mario. Parce que, dans un premier temps, on le dit, super ministre, ministre de l'économie, de l'énergie, de la région de Montréal, ce sont des mandats imposants. Alors là, est-ce qu'il y aura remaniement ministériel? La réponse est non. Une redistribution des tâches. Exactement. Alors, on scindrait ces grosses responsabilités. Est-ce que ça va se faire en 3 ou en 4? Il y a des ministres qui pourraient prendre du galon. On entend le nom, par exemple, de Christine Fréchette. Je confirme. Autres. Est-ce que François Legault pourrait prendre une plus grande place dans la gestion d'Hydro-Québec? On l'a entendu aussi, cette rumeur-là, Mario. Et ça s'est déjà fait. Là. On a commencé à nous sortir des exemples dans le passé de premiers ministres qui s'étaient gardés Hydro-Québec, mais la vérité, là, c'est que tu sais qui le ministre responsable d'Hydro-Québec? C'est Michael Sabia. Dans le fond, un autre électron libre. Hein? Non, mais c'est parce que ce qu'on oublie, c'est que Pierre Fitzgibbon, dans sa réforme d'Hydro-Québec, oui, il y a une série d'orientations, mais il y a surtout l'embauche de Michael Sabia. Et pour la suite des choses, c'est que François Legault se garde ça pour participer à une couple de conférences de presse par année quand il y a des bonnes nouvelles à annoncer. Dans le fond, je pense pas qu'au quotidien, le gouvernement téléphone à Hydro-Québec inquiet. C'est comme si Hydro-Québec était entre bonnes mains avec Michael Sabia. C'est ça le vrai portrait à l'heure actuelle. Là. Alors là, les députés, les ministres de la CAQ sont tous réunis à Rimouski. Hier soir, il y avait un grand souper. Pierre Fitzgibbon était là. Et c'est là que la séquence des événements, telle que prévue par Pierre Fitzgibbon, il l'annonçait là, au caucus, à la gang, comme on dit, aux collègues, puis ce matin au public. Ça s'est pas passé tout à fait comme ça, Mario. Ben, ça a coulé hier après-midi. C'est ça qui arrive. Par où ça a coulé? Est-ce que ça a coulé par accident? Ou est-ce que quelqu'un de haut placé ou quelqu'un dans la CAQ s'est dit, hey, là, on va pas traîner cette affaire-là sur 3 jours, donc on doit se mettre de couler ça tout de suite, puis ça va faire la nouvelle mardi, mercredi, puis jeudi, on pourra avoir une journée de caucus sur d'autres thèmes. Je sais pas. Ouais. Notre collègue Claudie Côté de l'Assemblée nationale était sur place. Elle a tendu le micro à certains ministres, certains députés qui arrivaient justement à l'hôtel à Rimouski. Voici quelques réactions. Je veux savoir si c'est vrai. Et si c'est vrai, je tiens à le remercier, mais on aura le temps de s'en parler durant le week-end. Ben écoutez, j'étais un peu surpris. Est-ce que c'est une grosse perte? Hein? C'est quand même rare qu'on voit quelqu'un qui a l'expertise et la connaissance de Pierre Fitzgibbon sur les banquettes de l'Assemblée nationale. Je lui souhaite le meilleur, mais j'aurais aimé ça l'avoir encore au moins quelques mois. Je ne ferai pas de commentaires là-dessus, c'est son choix. Alors, Christian Dubé, Martine Biron, Daniel Bernard et Sonia Lebel qui se sont brièvement exprimés. L'autre certitude, c'est qu'il y aura dans un horizon d'à peu près 6 mois, à partir du moment où la démission de M. Fitzgibbon sera annoncée à l'Assemblée nationale, des élections partielles. Dans Terrebonne. Alors là... Comté très péquiste. Oui. Dans une région quand même où la CAQ a eu c'est presque voisin là, du comté, c'est dans la Nodière Sud, dans le cas du comté de François Legault qui est dans l'Assomption. Mais c'est comme une circonscription que Paul Saint-Pierre Plamondon doit gagner maintenant. Là. Dans l'état de l'opinion pour le PQ, il y a comme une obligation de gagner pour Paul Saint-Pierre Plamondon, de prouver que s'il perdait ça, là, c'est comme si le momentum du PQ serait éteint. Ouais, et PSPP d'ailleurs a réagi, lui qui est en caucus précessionnel à Rouyn-Noranda, tout comme Marois Risky chez les libéraux, qui devait affronter, être la vis-à-vis de Pierre Fitzgibbon dans cette commission pour nous expliquer le fameux projet de loi sur l'énergie. Voici ce qu'ils avaient à dire. Ce projet de loi ne peut plus aller de l'avant. Le gouvernement doit le retirer. Faisons les choses dans l'ordre. Allons faire la consultation avec tous les Québécois parce que c'est l'héritage des bâtisseurs.
Alors, on peut pas le faire. Vous demandez le retrait. Absolument. Écoutez, le projet de loi, quand vous le lisez, là, en dessous, c'est pas marqué mon nom, là. C'est marqué le nom de monsieur, le ministre de l'Économie actuel, monsieur Pierre Fitzgibbon. Pierre Fitzgibbon a créé lui-même une situation. Il a vendu, en l'espace de quelques années, de l'électricité à des entreprises ou aux États-Unis à rabais qui nous a créé une situation de déficit énergétique. Donc, vous comprenez notre étonnement de le voir quitter alors que là, on est censé débattre de son projet de loi. Oui. Mais son projet de loi, Mme Risky qui dit le projet de loi devrait être retiré parce que Pierre Fitzgibbon n'est pas là. Ben non. Mais dans le sens que c'est pas le projet de loi de Pierre Fitzgibbon, c'est pas son nom qui est en dessous. Là. C'est un projet de loi du gouvernement du Québec. Quand un projet de loi est déposé, il a été approuvé au Conseil des ministres, il a été approuvé par le cabinet, il a été approuvé par le premier ministre. Donc oui, je comprends qu'on peut personnaliser ça, là, mais restons calmes. Je veux dire, le gouvernement du Québec n'est pas Pierre Fitzgibbon. Là. Il a joué un rôle, il a eu son importance. Mais s'il y a un projet de loi sur l'énergie qu'on pense qu'il est valable, que le gouvernement y croit, qu'on pense qu'il est nécessaire dans le contexte de l'électrification et de tous des problèmes de fiabilité, d'autres problèmes aussi qu'on a chez Hydro-Québec, des pannes, le projet de loi ne devient pas caduc parce que le ministre qui en a été responsable, et puis là, on pourrait sortir des exemples jusqu'à demain de projets de loi qui ont survécu à leur hauteur, là. Économie. Ah ben, ça, ce sera assurément l'autre grosse nouvelle du jour. Cette autre baisse qui est attendue du taux directeur, un autre quart de point selon la majorité des économistes. Donc, on passerait de 4,5 à 4,25 En fait, la tendance des taux d'intérêt qu'on a connue en 2021-22 à la hausse, la tendance est si forte à la baisse qu'aujourd'hui, s'il devait y avoir une surprise, mettons qu'on dit la Banque du Canada nous réserve une surprise, c'est même plus, les économistes attendent même plus une absence de baisse là, ou un maintien. Ça serait une baisse d'un demi-point, c'est-à-dire qu'on ferait comme, tu sais, moi j'appelle toujours ça un quart de tour de vis, là, un quart de point, un quart de point, un quart de point. Là, on ferait un demi-tour avec la vis, donc on irait plus loin, plus vite. C'est la même chose avec la Fed aux États-Unis, là, pour la mi-septembre. Les économistes là-bas sont sûrs que les taux d'intérêt vont partir à la baisse, mais s'il y avait un geste surprise, on s'attend même plus à ce que ce soit une annulation de la baisse. Ce serait une baisse plus élevée, ah oui? D'un demi-point plutôt que de seulement un quart de point. Alors, ça donne une idée que le paquebot est viré de bord. Là. On était en mode hausser les taux d'intérêt, combattre l'inflation, et là, les banques centrales sont en mode l'emploi diminue, là, le chômage augmente. Au Québec, au Canada, le chômage chez les jeunes, là, on est revenu dans les 12, 13, 14%, là. On l'oublie, mais... Donc, le ralentissement économique est bien senti. On n'est pas dans une récession, mais on sent que là, la hausse des taux a fait son effet. Peut-être même un peu plus qu'on aurait espéré, que ça frappe l'économie, que l'économie ralentit. Donc, je dis tout ça pour dire, on est en mode baisse des taux. Et dans le cas du Canada, on va avoir une baisse aujourd'hui, probablement une autre d'ici la fin de l'année. Certains disent peut-être même deux autres, là, une autre en octobre, une autre en décembre, d'ici la fin de l'année, puis d'autres dans la première moitié de 2025. Donc, on est en mode baisse des taux. Là. Si bien qu'on pourrait avoir, par exemple, un taux directeur à 3,25 % en avril prochain. Alors là, c'est quand même considérable. Ça fait une grosse différence pour ceux et celles qui doivent renouveler leur hypothèque. Il y aura énormément, je lisais à un moment donné, dans des tendances, des chiffres des grandes banques, je pense que c'est 2/3 des hypothèques qui seront à renouveler là, très prochainement. Parce qu'on l'oublie. Là, on dit présentement, on est dans un mode baisse de taux. Mais si toi, Alexandre, ton hypothèque était à renouveler aujourd'hui et que c'est une hypothèque que tu avais signée, par exemple, pour 3 ans en 2021, bien, même si les taux sont plus bas qu'il y a 2 mois, sont plus hauts qu'en 2021, toi, tu avais signé à 2% ou à 2 points quelque chose, et là, tu vas signer à 5. Là, non, ça change la donne. C'est moins élevé qu'il y a quelques mois, mais c'est beaucoup plus, pour la plupart des gens, c'est beaucoup plus élevé que ce qu'ils avaient comme taux, tous ceux qui ont signé des taux fermés. Là. Donc, c'est comme si c'est bizarre, mais on est dans une baisse de taux, mais qui, pour beaucoup de ménages, représente une hausse des paiements. Là. Actualité. Alors, on sait à quel point il y a un bras de fer actuellement dans le monde de la santé entre la FIC, la Fédération interprofessionnelle de la santé, et le gouvernement du Québec. Il y aura une rencontre importante, une séance intensive de négociation avec le gouvernement. Et ça survient au moment où,
il y a quelques jours à peine, la FIC avait rejeté la dernière offre de Québec, avait même rendu public le document qui était pourtant confidentiel. Et il y a eu la réplique de la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, qui voulait un peu remettre les pendules à l'heure, entre autres sur la mobilité de la main-d'œuvre. Ça survient aussi dans un contexte où là, il y a une date qui approche à grands pas, Mario, celle du 19 septembre. C'est à ce moment-là que les dirigeants syndicaux avaient demandé à leurs membres d'arrêter de faire des heures supplémentaires. Ça fait une pression aussi sur un réseau qui est déjà mis à mal. On est en septembre, Mario. Habituellement, on sort la tête de l'eau, le retour des vacances, on n'est pas encore dans la saison des virus. Tu regardes le taux d'occupation dans les urgences actuellement, là, on est au-delà de 100%, c'est déjà préoccupant. Les voyants sont déjà au rouge. Penses-tu que ça va bouger? Ben là, c'est le conciliateur qui convoque les partis pour une négociation intensive, comme tu viens de le dire. Des fois, dans la vie, c'est quand ça va au plus mal que ça repart à bien aller, là. Est-ce qu'il peut y avoir de ça, que les deux partis... Parce que quand même, la lettre de Sonia Lebel hier, s'adressait au public pour dire au public, écoutez, on n'est pas de mauvaise foi, là, nous, la mobilité, on en a besoin pour donner des services à la population, mais en même temps, la lettre était aucunement pour mettre de l'huile sur le feu, là. Elle était très, très, très conciliante avec la FIC dans le sens de rechercher des solutions pour rassurer les membres. Alors, est-ce que ça pourrait ouvrir la porte à... En fait, la question que posait Sonia Lebel, c'est est-ce que la FIC est prête à discuter de mobilité tout court, là, ou de flexibilité, ou est-ce qu'on a nos conventions, c'est ça, puis ça bouge pas? On est un peu rendu là. C'est certain que si la FIC ne veut pas du tout discuter de mobilité, le gouvernement ne recule pas parce qu'il y a besoin d'une certaine flexibilité. Le gouvernement dit on va respecter les compétences de chacune, on va respecter une distance limite qu'on ne voudra pas vous déplacer. Mais pour donner des meilleurs services à la population, pour éviter du temps supplémentaire obligatoire, on a besoin de cette flexibilité-là. Et donc, si la FIC en veut pas, le gouvernement ne reculera pas. Il n'y a aucune entente possible. Il va falloir que quelqu'un, d'un côté ou de l'autre, bouge, en rappelant quand même que dans ce cas-ci, les dirigeants de la FIC, les leaders syndicaux, avaient recommandé une entente qui incluait une certaine mobilité en avril dernier. Et ça a été rejeté. Ce sont les membres qui l'ont rejeté. Mario, ça fait quelques jours déjà qu'on a repris les activités dans les écoles du Québec à la rentrée scolaire, puis on s'aperçoit, et c'est dans le journal ce matin, qu'il y a une grave pénurie de chauffeurs d'autobus. Une étude de l'IRIS, qui est l'Institut de recherche et d'information socio-économique, qui nous apprend que l'année passée, il y a à peu près 140 trajets d'autobus scolaires qui ont été annulés à tous les jours. Et c'est dû à quoi? Des horaires atypiques, un salaire qui serait inférieur. Il y aurait un certain nombre d'entreprises, là, une dizaine d'entreprises qui contrôleraient 40% de l'industrie. Et quand on regarde aussi des conséquences directes sur les enfants, puis quand on compare aussi avec ce qui se passait avant la pandémie, 2022-2023, 35 000 bris de service au Québec. C'est 197 par jour. Ça touche à peu près 8 000 élèves. Alors, il y a eu l'année passée un petit peu moins, on est un peu en dessous de ça, là, 137 bris de service, mais ce qu'on dit, c'est qu'est-ce qui a eu lieu l'année passée? La grève des enseignants. Alors, ça vient jouer peut-être dans les chiffres. Pourtant, en 2022, le gouvernement avait bonifié de 130 millions de dollars l'enveloppe qui était allouée au transport scolaire. Ouais. Ça reste un problème... Tu sais, je suis souvent critique des revendications syndicales qui me paraissent, par exemple, quand on part à un mouvement de grève pour des gens qui gagnent à 100 quelques mille par année, tu te dis wow, est-ce que ça vaut la grève? Tu sais, vous pouvez vouloir améliorer vos conditions, mais est-ce que la mesure extrême qu'est la grève est justifiée parce que vous n'êtes peut-être pas dans la rue? Dans le cas des autobus scolaires, pour moi, c'est un grand mystère. Ce sont des gens vraiment mal payés, sincèrement, où je comprends tout à fait dans ce cas-ci le côté syndical. Et tu sais que j'allais dire qui est un mystère, c'est que tu as deux types de conducteurs d'autobus. Les villes, transport en commun, et les autobus scolaires. Dans les villes, des conventions collectives en or. Et donc là, tu transportes des adultes, chacun responsable de ses affaires, qui entrent et qui sortent de leur gré. Tu sais, je veux dire, moi, j'embarque à la rue Beaubien, je redébarque à la rue Laurier, tu sais, je veux dire... Je sais où je m'en vais, je suis autonome. Je sais qu'ils vont dire que leur métier est difficile à cause du manque de civisme, puis de la violence, puis le soir. Il y a une partie de leur travail qui est difficile. Je ne veux pas dire que c'est complètement facile, mais c'est plus facile, à mon avis, que d'être un chauffeur d'autobus scolaire.
où là, t'es responsable d'un groupe d'enfants. Souvent, à la fin de l'école, l'après-midi à 4 heures, sont turbulents. Là, des jeunes du primaire sont... Il y en a qui connaissent pas leur chemin. Il y en a qui connaissent pas leur chemin. À chaque année, il y a un enfant de 5 ans à la fin du trajet qui est dans le fond de l'autobus. Ah, merde, je l'ai pas débarqué parce que l'enfant a pas signalé. Il reconnaît même pas la route où il habite. T'sais. Et tu gagnes, sans joke, là, parce que 4 fois moins. Là. Comment ceux qui sont responsables de nos enfants... Bon, ils travaillent moins d'heures. Vous allez me dire... Travailler dans un autobus de ville, c'est un job à temps plein. Là, mais c'est souvent des chiffres coupés en plus. Là. C'est ça, c'est des chiffres coupés, mais ils vont dire sur le total, tu peux... Mais c'est parce qu'autrefois, on va dire en région, là, les chauffeurs d'autobus scolaires, autrefois, il y en a un qui avait une cabane à sucre. Tout le monde avait deux emplois. Mais dans la vie de 2024, c'est un peu moins possible, c'est un peu moins ça. Alors, il y a un problème. Il y a un problème avec la façon dont on paye nos chauffeurs d'autobus scolaires. Hey, tu nous fais un suivi judiciaire important. Très important, suivi de dossier. Je vous ramène à février 2024 à Louisville. Un dindon sauvage agressif semait la terreur dans la municipalité et le maire avait lancé un appel... Je répète, un dindon... Un dindon sauvage agressif. Semait la terreur. Oui, on se souviendra. C'est bien ça le rappel des événements. Là. On se souviendra. De Patrick Sénécal. On se souviendra la vidéo. Non, mais souvenez-vous de la vidéo. Ça avait fait le tour du web. On voyait quelqu'un courir autour d'un véhicule qui était pourchassé par une dinde noire. Mais, tu sais, Alexandre, je le dis en tout respect de ce monsieur, tu sais que généralement, tout animal, si tu te sauves, il court après toi. Oui, non, c'est instinctif. Dès que tu pars à courir, tu te sauves d'un animal. Un chien, là, tu pars à courir, il court après toi. Beaucoup d'animaux, tu pars à courir dans une direction, il part derrière toi. C'est vrai. Faut que tu vérifies ce qu'il ferait si tu y faisais face. Là. C'est ça. Je te dis pas d'y présenter ta main pour qu'il te pique la veine du dessus, mais si tu te sauves, l'animal part à courir après toi, ce que fit ce terrifiant dindon sauvage. Exactement. Qui a écouté ses instincts et s'en était suivi une sortie très, très musclée de la part du maire de Louisville qui avait lancé un appel aux armes. C'est du sérieux. Alors demain, les amis de Louisville, là, batte de baseball, c'est assez, on met fin à ça. On protège nos enfants avant tout. Moi, je trouve l'humain avant tout. Voilà. Ben oui, l'humain avant tout. Puis là, il y avait un sniper, Mario, qui avait répondu à l'appel. Un sniper de... Comme nous autres, en Abitibi, on appelait ça un slingshot, là, une fronde, qui avait lancé, toujours selon le maire, j'avais décrit ça, qui avait lancé 2 billes. Le dindon a été atteint à la tête, Mario. Remettons-nous aussi en contexte avec cet extrait du maire là, qui s'était présenté devant les caméras de TVA avec la patte de l'animal. Tous mes citoyens, ça passe pas. Alors, voyez-vous, ce matin, la personne qui a tiré en passant, c'était tiré comme dans le temps de David et Goliath. Donc, au lance-pierre, là. Au lance-pierre, seulement c'est des billes spéciales, là. Alors, ça a été 2 billes à la tête. C'est fini, il n'a pas souffert en passant. Bon, là, Goliath n'a pas souffert. Mais là, tu comprends que ça avait soulevé quand même certaines interrogations, parce que c'était pas pendant tout le temps de la chasse. Là, la protection de la faune s'en était mêlée. Après avoir été assis sur ses mains dans les jours précédents, la protection de la faune s'est réveillée après le coup de slingshot. Le bruit du slingshot, ça a réveillé nos fonctionnaires. Et là, c'est vrai que le maire avait fait cette sortie-là, parce qu'il disait, écoutez, j'ai demandé de l'aide, il n'y a personne qui vient m'aider. On a les résultats de cette enquête-là, Mario. C'est le Nouvelliste qui nous apprend ça. Aucune accusation ne sera déposée contre le sniper ou contre le maire ou quoi que ce soit. Dossier réglé. C'est une bonne nouvelle dans le cadre de l'embourbement de notre système judiciaire. À la culture, des nouvelles de Daniel Bélanger, problème de santé? C'est qu'il devait offrir des spectacles cette semaine au MTLUS à Montréal les 5, 6, 7 septembre. Et finalement, dans les dernières heures, là, il a partagé la nouvelle sur les réseaux. Il est grippé, semblerait-il. Donc, les dates de spectacle vont être reportées 12, 13 et 19 décembre. Donc, les billets honorés, juste la nouvelle date. Mais ceux qui aimeraient se faire rembourser parce que vous avez un voyage en Floride en décembre, ce sera possible de se faire rembourser, mais vous avez 30 jours. Au-delà de 30 jours, vos billets ne seront plus remboursés. On souhaite un prompt rétablissement à Daniel Bélanger qui est à ses derniers milles pour la tournée Mercure en mai. Est très, très bon en spectacle. C'est à voir si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vais prendre le temps de saluer au 187 Cube Radio Yvan de Rimouski qui nous écoute de la cantine de la gare ce matin. Merci, Yvan, d'être là. Oui.
On mange bien dans les cantines. On a fait ce sujet-là la semaine passée. Et finalement, au sport, des nouvelles de Cole Caulfield. Oui, l'attaquant vedette du Canadien, Cole Caulfield, qui changera de numéro pour la prochaine saison pour honorer la mémoire de Johnny Gaudreau, qui est mort tragiquement, on le sait. Alors, Caulfield va porter maintenant le numéro 13 plutôt que le 22. Il l'a déjà porté dans sa carrière un peu plus tôt, le numéro 13. Il en a fait l'annonce. Et Patrick Laine, nouvelle acquisition du Canadien, qui a donné ses premiers coups de patin au complexe d'entraînement de Brossard. Mais l'actualité en moins de 24 minutes, c'est mission accomplie.